Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Rava. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés. Vous êtes un décideur engagé, on va le voir. Vincent Rava, vous êtes directeur général de Mercialis. Mercialis qui est une société foncière cotée en bourse, propriétaire de centres commerciaux. On va en parler plus en détail dans un instant. Mais le but de l'émission, c'est aussi qu'on parle de vous, Vincent Rava. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à la tête de Mercialis? Quel a été votre parcours au niveau des études et votre parcours professionnel? Alors, j'ai eu un parcours assez classique à l'école de commerce et ensuite je me suis lancé assez rapidement dans la vie active. Ce qui m'intéressait, moi, c'était le terrain, la sociologie, le territoire, la rencontre avec les gens. J'ai travaillé un peu à l'étranger et assez rapidement, je me suis orienté vers le secteur du commerce avec cette fibre de savoir comment évoluent les modalités de consommation, comment évolue l'interaction des gens avec le territoire, comment évoluent les flux et comment tout ça a un impact sur les espaces dans lesquels on vit. Absolument. Et sur le plan plus personnel, qu'est-ce qui vous porte dans la vie en général? Alors, ce qui me porte, c'est, je suis très curieux, j'ai une volonté permanente d'apprendre au contact des autres, au contact des expériences. J'ai aussi beaucoup d'idées et donc j'aime bien les tester, j'aime bien les mettre en œuvre, j'aime bien en voir l'évolution, les confronter aussi à une réalité de terrain en sachant que souvent on imagine des choses dans un contexte assez éthéré, mais qu'on voit que dans la réalité, les choses sont tout autres. Oui, il y a des choses qui sont dites et il y a la vraie vie en fait. Il y a parfois pas d'adéquation forcément entre les deux, on va en parler. 2023, inflation et immobilier en berne, est-ce que ça a eu un impact sur Mercialis ou pas du tout sur la foncière? Bon, l'inflation a un impact assez mécanique sur l'immobilier de manière générale. D'abord parce que la plupart de nos baux sont indexés. Et donc, il y a une composante d'inflation dans cette indexation. Donc, on a une évolution des revenus qui est plutôt favorable dans les périodes d'inflation forte. Par contre, en général, quand l'inflation s'envole, les banques centrales ont tendance à augmenter les taux. Quand les taux montent, il y a une pression sur les capacités d'endettement et la valeur des produits immobiliers. Et donc, ça nous a affecté peut-être dans des proportions un peu moindres que d'autres, mais comme toute société immobilière. Oui, alors société immobilière, qui dit société immobilière, à l'instar des bureaux par exemple, dit aussi taux de vacances. Là aussi, Mercialis s'en sort bien. Alors effectivement, sur ce point de vue-là, on n'a pas eu vraiment de problème. Y compris pendant la crise Covid, Mercialis, c'est une société qui détient un patrimoine qui a toujours été recherché par les locataires et on n'a jamais eu un taux de vacances qui a dépassé les 5%, donc ça reste très très faible. C'est un taux de vacances qui est plutôt de l'ordre de la friction. Quels sont vous abritez quel genre de commerçants, on va dire? Est-ce que c'est plus de l'alimentaire, de l'habillement, ou c'est toutes sortes de secteurs confondus dans les centres commerciaux? Non, oui, on abrite toute typologie d'enseignes, principalement sur le segment de l'accessibilité, de la consommation du quotidien, mais sont toutes les enseignes de grande consommation que vous connaissez. On a aussi une partie de nos locataires qui sont des commerçants locaux, des opérateurs qui peuvent être ou indépendants, ou franchisés, sous enseignes, ou avec leurs propres enseignes, et qui animent, eux, les territoires dans une logique d'innovation, de création, voire de start-upper. De dynamisation, comme on dit, des territoires. La problématique du commerce en ligne, est-ce que ça a eu un impact aussi? De plus en plus de gens achètent maintenant à distance. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur le nombre d'immobilier, en tout cas, ou en adéquation avec la fermeture des magasins, par exemple, ce qui est un fait aussi dans Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas été, nous, affectés par des sujets de vacances. Ouais. Je crois qu'il y a eu un effet psychologique, en particulier médiatique, beaucoup plus fort en perception sur les risques potentiels sur l'immobilier de commerce, de la croissance de l'e-commerce versus le commerce physique et ses immobilières, que ça n'a été le cas en réalité. Et en fait, le Covid, dans ce contexte-là, était un révélateur, puisque on a vu que, a posteriori du Covid, il y avait cette appétence, cette envie du consommateur moyen de sortir, d'être au contact, etc. Et cette envie, en fait, elle est préexistée au Covid,
mais elle n'était pas constatée en fait par les observateurs extérieurs et les médias. Oui, donc le fait de dire on privilégie les circuits courts, les magasins de proximité, etc., etc. Pour vous, ça c'est pas la tendance. Les centres commerciaux ont encore de belles années devant eux. Alors c'est une sous-tendance. Ouais. Ces circuits courts, cette consommation de proximité, en fonction des géographies et des localisations territoriales, effectivement, il peut y avoir des consommateurs qui ont cette envie-là, mais ça reste une consommation d'ordre physique. Cette consommation d'ordre physique alimente la dynamique des centres commerciaux. Nous avons beaucoup de clients dans nos centres qui viennent dans une proximité de consommation immédiate, à la boulangerie, à la pharmacie, chez le traiteur, qu'on héberge autant que des grandes enseignes que vous pouvez connaître. En termes d'implantation, vous êtes dans les centres-villes, en périphérie, où est-ce que vous êtes implanté majoritairement? Alors on a des implantations plutôt d'ordre historique, hein, puisque c'est un patrimoine qui a été apporté à la constitution de l'entreprise il y a 20 ans. L'entreprise va fêter ses 20 ans au mois d'octobre. Et ce patrimoine est situé principalement sur les 3/4 sud de la France, dans des villes moyennes ou de grande taille, et dans des endroits qui, historiquement, dans les années 70, 80, quand ils ont été créés, étaient des endroits qui étaient en périphérie des villes, donc aux intersections des grands axes de transport, et qui aujourd'hui bien souvent ont été rattrapés par la ville parce que toutes ces villes se sont étendues du fait d'une urbanisation assez grignotante dans les périphéries autour de toutes ces villes. Il y a la problématique de l'immobilier durable, évidemment c'est un de vos enjeux. Comment est-ce que vous entretenez le patrimoine immobilier? Comment est-ce que vous gérez la mise aux normes justement pour répondre aux impératifs écologiques par exemple? Ça aussi c'est un gros défi. Oui, ça fait partie de nos spécialités, de nos savoir-faire, l'entretien permanent des bâtiments, l'évolution de tout l'équipement de ces mêmes bâtiments en matière de consommation énergétique pour la rationalisation de l'énergie dépensée, en matière d'isolation des enveloppes, en matière d'évolution architecturale. Donc c'est un travail qu'on fait en fait en permanence et sur des périodes très très longues. Parce que non seulement, j'imagine que vous achetez, vous réhabilitez aussi. Comment ça se passe? Exactement. On a un patrimoine hérité, comme je l'ai dit, donc on fait évoluer. On achète des actifs qui sont ou bien des actifs dans un état qui permet de les faire fonctionner tels quels, ou bien des actifs à restructurer, à faire évoluer, à mettre au goût du jour. Et on fait aussi de la promotion, c'est-à-dire des nouveaux développements d'actifs, la plupart du temps en restructuration d'emprises déjà artificialisées. Oui. Donc, et ces contraintes écologiques, elles pèsent aussi lourd, parce qu'elles sont aussi contraignantes en matière de coûts, etc. Comment est-ce que vous gérez ça? Il y a 3 volets. Il y a d'abord un cadre réglementaire qui est effectivement de plus en plus lourd, de plus en plus contraignant. Peut-être on en reparlera un peu plus avant en matière d'équité par rapport à d'autres formes de commerce. Vous avez des contraintes plus lourdes que certains commerces, c'est ce que vous nous dites? Oui, entre autres l'e-commerce, puisque vous y avez fait référence tout à l'heure. Effectivement, l'e-commerce en particulier, celui qui arrive de l'étranger, il s'affranchit de tout. Et il utilise les espaces, et il consomme de la valeur, donc il extrait de la valeur des territoires sans rien apporter. Alors qu'un commerce physique, en fait, a toutes les vertus contraires. Voilà. Le deuxième pilier, effectivement, de la conscience environnementale, c'est le besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire évoluer les bâtiments de manière à les adapter à un environnement climatique qui a complètement changé, à les transformer de manière à ce qu'ils diminuent leur empreinte. Donc ça fait aussi partie du travail permanent. Et puis après, il y a tout un tas d'attributs qu'on peut donner aux bâtiments qui sont des convictions que peut avoir l'entreprise, comme celle de Mercialis, qui sont souvent, là pour le coup, des convictions sociétales. Et donc on peut mettre à disposition des locaux à des organismes, des associations de manière gratuite. On peut héberger des forums de l'emploi. Il y a toute une dimension autour de l'usage du bâtiment qui s'inscrit à l'intérieur d'une éthique et de conviction propre à la société. En termes de conviction, de RSE aussi, quid de la diversité? Est-ce que Mercialis aussi, quand elle recrute ses collaborateurs, fait attention à justement avoir autant d'hommes que de femmes, à recruter dans des territoires qui sont moins favorisés? Comment ça se passe? Alors c'est une bonne occasion d'en parler aujourd'hui puisque c'est peu connu. Mercialis est la meilleure entreprise parmi les sociétés cotées en matière de parité hommes et femmes.
On était quatrième il y a 4 ans, troisième il y a 3 ans, deuxième il y a 2 ans, et cette année on devrait être premier. Je pense, étant donné les résultats provisoires. On en est assez fiers. Ça fait longtemps effectivement qu'on travaille ces enjeux-là. On va au-delà de la loi Copé-Zimmermann, donc on est très actif sur ce sujet-là et sur toutes les autres questions qu'on considère comme étant importantes en matière d'équité de traitement, de parité, de diversité au sein de l'entreprise. On est très très loin des renoncements transatlantiques sur ces questions-là. Nous, on a ces convictions-là et on va les tenir. On va parler, ça fait partie aussi de cette question-là, des questions de nos partenaires. Action Philippe Strait, justement, qui œuvre, l'association qui œuvre pour l'inclusion en milieu professionnel des personnes en situation de handicap. Et c'est juste après le jingle. La question action Philippe Strait, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie, Vincent Ravat. Quelles difficultés vous rencontrez, vous, pour recruter des collaborateurs handicapés et comment est-ce que vous y répondez? Alors la difficulté première qu'on a, c'est d'arriver à faire savoir au public concerné qu'on a des offres ou des postes disponibles. On a une difficulté de diffusion, de notoriété de notre offre, qui est entre autres liée au fait que Mercialys n'est pas une marque grand public. Et donc que la société est peu connue du grand public. Et donc c'est plus difficile de recruter que quand on a une société qui porte le nom des produits qu'on trouve en magasin, par exemple. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet de difficulté, c'est qu'on est finalement un secteur d'activité, l'immobilier, qui est un secteur assez restreint, peu connu là aussi du grand public, dans un usage qui est un usage indirect. Donc on a peu d'interaction avec le propriétaire immobilier, on a une interaction en tant que public avec l'utilisateur des lieux. Et là aussi, en fait, on a du mal à faire savoir quels sont nos métiers. C'est un secteur qui reste un peu abscon, dans lequel on a du mal à définir. Donc, il y a des enjeux de communication, d'information, de manière à pouvoir s'adresser à ces publics-là. Et les attirer, vous parlez des métiers, quels sont-ils Peut-être c'est l'occasion d'en parler, justement. On a des métiers principalement de ce qu'on appelle du back-office. Enfin, c'est des métiers de bureau. Mais on peut avoir des métiers assez techniques. On emploie toutes les composantes en fait des métiers relatifs à la finance, à la comptabilité, etc. Mais on s'imagine pas souvent la diversité de ce qu'on peut offrir. Et donc d'où une difficulté. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler. Exactement. Justement. Il y a beaucoup qui nous écoutent justement. On va passer à la question d'Europhone à présent, partenaire du développement commercial B2B des entreprises. C'est juste après le jingle. La question Europhone, vous l'avez choisie et pour cause. Vous nous parliez justement de votre attrait pour voir les mutations sociétales, etc. Comment Mercialys anticipe justement les mutations économiques et sociétales pour rester attractive? Il nous semble que la première considération, et c'est pas un constat récent, mais j'ai vu des études et des sondages qui le remettent en haut des priorités. La question qui préoccupe les Français en particulier et tous les Européens et on a vu même les Américains, c'est la question du pouvoir d'achat. On sort de périodes, vous l'avez rappelé, extrêmement troublées. Il y a eu des sujets d'inflation, il y a une confiance dans l'avenir qui est assez modérée. Donc avec une perception de la plupart des consommateurs de perte de pouvoir d'achat, même si dans les faits, elle n'est pas aussi flagrante que ça. Le fameux sentiment de perte de pouvoir d'achat. Exactement. Et donc il y a un enjeu de redonner de la force et un sentiment de pouvoir et d'accessibilité aux consommateurs. À la fois, on parlait d'accessibilité physique, c'est un sujet extrêmement important, mais aussi d'accessibilité économique. Et donc, c'est quelque chose auquel on s'est attaché, qu'on a étudié de longue date, et de manière à proposer une offre qui permettent à chacun de se sentir en capacité de faire et d'avoir, même quand on a des budgets limités. Très bien. Est-ce que vous sentez, pour poser la question à nos hommes politiques, nos femmes et nos hommes qui nous gouvernent, c'est la question de l'hémicycle, c'est juste après le jingle. La
La question de l'hémicycle, cette fois, Vincent Rava, vous allez pouvoir pousser un coup de gueule, poser une question, plusieurs si vous le souhaitez. Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Et la caméra se trouve juste devant vous. C'est un secret pour personne. Chaque jour, en Europe, il y a 12 millions de colis qui proviennent de l'étranger et qui sont déversés sur le territoire. Le problème de la plupart de ces colis, c'est que ils ne sont soumis ni à TVA, ni à contrôle réglementaire sur leur sécurité pour l'utilisation. Ils viennent déverser des milliers de déchets d'emballage sur le territoire, ils extraient de la valeur et ils ne produisent rien sur le territoire. Nous savons que ce déversement a un impact aussi territorial très important sur notre urbanisme en venant affecter, fragiliser des commerces qui constituent un tissu social fort d'animation de nos villes, de nos campagnes, de nos périphéries. L'enjeu est extrême et pourtant on sent une mobilisation un peu fragile sur le sujet, une prise de conscience qui est tout juste naissante alors que le problème n'est pas ne date pas d'hier. Il faut agir, il faut prendre conscience de ça et parallèlement aider le commerce physique à résister plutôt que le faire crouler sous un tapis d'exigences réglementaires constamment en augmentation. Et qui change constamment, effectivement. Merci beaucoup. Merci Vincent Rava d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.